c'est un moment important pour nous de commencer ces débats-là. Donc, je salue mon ami M. Thierry Cornier, M. le secrétaire général. Effectivement, aujourd'hui, là, avec le Covid-19 et cette crise, cette pandémie qui est une crise sans précédent au niveau international, il y a aujourd'hui un débat dans les différents pays, dans les différents territoires sur la manière de faire face à ce genre de crise qui pourrait revenir. D'ailleurs, on n'est pas sorti de cette crise-là. Et donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a pas mal de pays où il y a un reconfinement. Et tout le monde aujourd'hui parle que si on vit aujourd'hui la crise du Covid-19, et la question, ce n'est pas quand est-ce qu'on va sortir de cette crise, mais peut-être malheureusement, quand on aura la prochaine crise, peut-être parce qu'aujourd'hui, ce genre de pandémie, on a de sérieux risques qui se répètent. Du coup, les besoins de développer, d'améliorer, de changer les modes de gouvernance pour permettre aux pays, pour permettre au territoire de faire face à ce genre de crise devient une grande priorité. Aujourd'hui, il y a un débat, donc il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, mais ce qui est clair, c'est que déjà au niveau international, la question du modèle de développement économique se pose avec une grande acuité. Aujourd'hui, peut-être le néolibéralisme, ces chaînes de logistique avec des fortes concentrations dans certains pays ne peut pas continuer. Il y a besoin de revoir les modèles de développement économique pour que l'humain, l'homme, soit au centre de ces politiques. L'État-nation doit se renforcer, il doit y avoir un minimum, voire d'autonomie des pays. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'industries qu'on considérait, je dirais, pas important de les avoir dans les pays. Il s'avère qu'aujourd'hui, produire des masques devient aussi important que de produire d'autres choses. Et donc, il y a une nécessité de diversifier la base économique et de garder au niveau de chaque pays un minimum, je dirais, d'autonomie possible à ce niveau-là. Et donc, ça va impacter d'une manière, je dirais, considérable les choix des pays, donc automatiquement les choix en matière de gouvernance. Aussi aujourd'hui, toutes je dirais, les outils, les instances de coopération internationale sont vraiment très sollicités. Et donc, et on a deux tendances, je dirais, qui sont opposées. Il y en a ceux qui vont dans le sens de dire qu'on n'en a plus besoin de ce genre d'instances internationales. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, que les États-Unis ont entamé leur sortie de l'OMS. D'autre part, on a constaté au niveau de l'Europe ce débat qui était autour de l'Union européenne au début de la crise. Mais aujourd'hui, peut-être les gens se ressaisissent pour renforcer plutôt pour parler plutôt de l'importance de renforcer le rôle de l'Union européenne. Donc, on a les deux sens au niveau international et le débat continue à ce niveau-là. De même, au niveau des États, donc aujourd'hui, ce qui se passe, certainement, il va impacter les choix stratégiques, que ce soit en matière de choix économiques, ou choix des modes de gouvernance des pays. Aujourd'hui, il est clair qu'une grande priorité doit être donnée à l'humain, doit être donnée au service aux citoyens, la santé, l'enseignement, les services de base, la pérennité de l'emploi pour les populations. Pour le niveau, je dirais, des territoires, ce qu'on a constaté, c'est qu'avec cette crise-là, bien sûr, tous les pays ont été dans l'obligation d'agir dans l'urgence. Et donc, quand on agit dans l'urgence, on a tendance toujours à essayer d'unifier les chaînes de commandement et de réduire, si on peut dire, la concertation. Du coup, dans la majorité écrasante des pays, on avait une tendance vers un rôle plus important de l'État et parfois même au détriment des acteurs territoriaux. Et donc, ceci a conduit, dans pas mal de cas, à se poser des questions sur le rôle des différentes composantes, je dirais, des pouvoirs territoriaux. Bien sûr, le débat, on a même atteint des niveaux où certains ont commencé à faire des comparaisons entre les pays démocratiques et les pays non démocratiques pour défendre peut-être que dans certains pays, donc, ils étaient plus efficaces pour faire face à la pandémie, ce qui est quand même, à mon sens, très dangereux parce que aujourd'hui, au contraire, au niveau international, on constate que dans toutes les sociétés, que la demande sur
la prise en considération de la vie des citoyens, de la participation, cette demande est de plus en plus forte. Elle est davantage renforcée par, si on peut dire, cette explosion, je dirais, de nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Et donc, les citoyens veulent participer d'une manière directe dans la gestion de leurs affaires, de la chose publique. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a pas seulement besoin de renforcer la démocratie participative au niveau territorial, mais on a même besoin de renforcer la démocratie, plutôt la démocratie représentative, on a même besoin de renforcer la démocratie participative avec la participation des citoyens, de la société civile. Et donc, du coup, on a besoin aujourd'hui, à mon sens, et d'ailleurs c'est notre position en tant qu'Orifougar, à dire qu'au contraire, il faut renforcer le rôle des territoires, renforcer le rôle des gouvernements intermédiaires, parce qu'on ne peut pas répondre aux besoins des citoyens si on ne les fait pas participer dans la prise de décision. Et aussi parce qu'aujourd'hui, quand on a des politiques publiques au niveau national, malgré qu'ils peuvent être très élaborés, mais on ne peut pas les appliquer de la même manière sur tous les territoires. Et ils vont perdre de leur pertinence, de leur efficacité, s'ils ne sont pas adaptés aux besoins du territoire. Et donc, il y a une nécessité, un besoin d'une territorialisation de l'action publique, d'une prise en considération des spécificités du territoire, des spécificités des groupes sociaux au niveau de chaque territoire. Du coup, l'importance d'avoir que les gouvernements intermédiaires, les pouvoirs locaux renforcent leur intervention pour mieux répondre à ces besoins-là. D'autant plus que dans les années à venir, et même, on va gérer, je dirais, une situation de crise, des besoins plus importants, que ce soit au niveau du service public aux citoyens, que ce soit au niveau économique. On doit gérer tout ça. Et en face, on a une situation où il y a une crise financière, de financement de l'action publique et un manque, je dirais, de moyens. Du coup, on a besoin de renforcer l'efficacité de l'action publique et ça ne peut passer qu'à travers une action de concertation plus accrue avec les concernés et une optimisation maximale de l'utilisation des ressources, une meilleure adaptation de ces ressources aux besoins des citoyens. Et ça doit se faire au niveau des territoires, ça doit se faire par les pouvoirs locaux. Je terminerai cette première intervention en disant que aujourd'hui, on a besoin de recadrer, si on peut dire, les rôles des différents niveaux de gouvernance. L'État doit devenir l'État stratège qui arrête les grands choix au niveau du pays. Les régions doivent être le lieu de l'élaboration, de la mise en œuvre des stratégies et des plans d'action intégrés pour le développement du territoire, pour la réponse des besoins aux citoyens. Les autres niveaux de communes, il faut aujourd'hui œuvrer pour une meilleure, je dirais, qualité de service aux citoyens, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et les autres services pour les citoyens. Et aussi en développant les moyens, je dirais, de coordination et de concertation entre les différents niveaux d'action, parce que faire face à des situations de crise, d'intervention bien, je dirais, agencée, bien coordonnée entre les différents niveaux d'acteurs, et il n'est nulle part, je dirais, ce n'est pas absolument pas une solution de rentrer dans un débat, je dirais, stérile sur est-ce qu'on a besoin de tel niveau ou de tel niveau. Tous les niveaux sont indispensables. La question, c'est plutôt de revoir comment ils interviennent et quelle est la meilleure manière d'avoir de la cohérence globale dans l'action des différents niveaux de pouvoir de gouvernance, qu'ils soient ou territoriaux. Écoutez, en ce qui me concerne, je ne peux être que d'accord avec ce que dit le président Sécal. D'ailleurs, ça n'a rien d'étonnant, puisque nous avons fait le même constat. Et le constat principal, pour ne pas redire ce qu'il a dit, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est extrêmement important, c'est 2 points. C'est la notion d'échelon identifié et la notion de collaboration entre ces échelons. On l'a bien vu et cette crise l'a démontré.
qu'il est important d'avoir des échelons internationaux, l'OMS par exemple, mais ça vaut pour ce qui me concerne l'Union européenne ou pour d'autres, où il y a une concertation nécessairement entre États et où les régions ne sont absolument pas partenaires de cette coordination. Et à l'intérieur de chaque État, en fonction de l'histoire qu'il y a l'absolue nécessité d'avoir des échelons intermédiaires à l'État. Ce n'est pas du tout dans une optique de non-collaboration ou de compétition, quand bien même il y aurait des postures politiques un peu cachées derrière cette affaire. Il est absolument nécessaire que l'État stratège dont parlait le président Sécal, c'est-à-dire l'État qui a la responsabilité des solutions apportées sur le territoire national, puisse s'appuyer sur des échelons qui lui permettront de décliner cela avec un paramètre extrêmement important, ça vaut pour la France et ça vaut pour beaucoup de régions dans le monde, c'est que cet échelon de décentralisation, c'est un échelon qui est ancré sur le territoire et qui est donc reconnu par la population. Et donc, bien évidemment, lorsque vous ne plaquez pas un échelon administratif et politique comme ça, mais que les gens se reconnaissent là-dedans, ils auront plus tendance à écouter et à mettre en œuvre ce qu'on leur demande, considérant vraiment que c'est pour eux que les choses sont faites. Donc j'ai trouvé que l'expérience du Covid-19 a démontré que l'on pouvait parfaitement avoir des options internationales, des mises en œuvre nationales et un décliné sur le terrain. Et en ce qui concerne la France, ça s'est particulièrement décliné au niveau régional par la fourniture de masques et les distributions qui se sont faites par les échelons intermédiaires et principalement les régions. Alors, trop d'échelons nuit, mais à minima, un échelon national, un échelon régional et ensuite une proximité locale pour traiter les problèmes strictement locaux démontre bien l'absolue nécessité de la déconcentration et qui a conduit à la décentralisation. Parce que c'est parce que les États ont accepté non pas de se séparer de pouvoir, mais que ces pouvoirs soient exercés par des territoires et par des partenaires locaux que les choses marcheront bien. Et donc les régions ont une vraie responsabilité en cette matière. C'est pour démontrer, parce que c'est un échelon neuf dans l'histoire administrative, ça vaut pour la France, mais ça vaut naturellement, et vous le savez, pour d'autres pays, c'est un échelon neuf et c'est à nous de démontrer l'absolue nécessité qu'ont les régions de démontrer leur efficacité et la création qui s'est faite. Et c'est pour ça que s'est créé le Rufogard, c'est pour ça que s'est créé l'AIRF, c'est pour démontrer qu'en fait, on a mutuellement de bonnes raisons d'apprendre la façon dont chacun travaille. Et la collaboration dans le cadre de l'AIRF, mais ça vaut pour d'autres, c'est pas du tout tiens, qu'est-ce qu'on fait en Europe et on va faire pareil en Afrique? Pas du tout. Les régions africaines ont des problèmes spécifiques et il vaut mieux qu'ils discutent avec des régions africaines pour savoir comment elles ont résolu le problème que d'interroger leurs partenaires français ou européens. Et donc, c'est cette collaboration, mais surtout ce dialogue interrégional qui amènera la démonstration que la région est un échelon pertinent de gestion des problèmes en accord et basé sur un soutien de la population. Et bon, M. Cornet, donc j'ajouterais aussi que au niveau de on avait toujours défendu le fait que les objectifs des grands agendas mondiaux, notamment l'agenda sur les ODD, les objectifs de développement durable, l'agenda urbain, l'agenda sur le changement climatique, le rôle du territoire et du niveau régional, il est déterminant parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas atteindre ces objectifs que si on arrive à développer des programmes de développement intégrés, concerté avec les populations. Et ça ne peut être territorialisé, ça ne peut se faire qu'au niveau des régions. Aujourd'hui, plus que jamais, ça devient l'une des grandes priorités du moment. Parce que déjà, on l'avait constaté que un certain nombre de ces objectifs, on était loin de pouvoir les atteindre à l'horizon 2030. D'ailleurs, par exemple, le nombre de personnes qui souffrent de la famine a augmenté au lieu d'être diminué. Aujourd'hui, avec le Covid, ça va s'aggraver davantage. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de millions de personnes au niveau du monde qui vont sombrer dans la pauvreté, donc la précarité. Donc malheureusement... 12 millions de morts cette année pour la faim. Voilà.
Donc, par exemple, aujourd'hui, la situation de la femme va se détériorer parce que malheureusement, dans beaucoup de pays, donc c'est les premières populations qui vont souffrir, si on peut dire, des impacts de la crise du Covid. Et du coup, d'ailleurs, la semaine prochaine, il va y avoir le débat au niveau de Nations Unies sur l'atteinte des objectifs de développement durable. On va y participer pour dire qu'aujourd'hui, ça devient davantage une question, je dirais, de premier ordre. Et donc là, on a besoin d'aller rapidement dans le renforcement du rôle des régions dans ce domaine-là, pas seulement au niveau des pays, mais au niveau international. Comme vous l'avez bien dit, on doit renforcer les partenariats entre les régions, mais aussi leur voix doit être bien écoutée au niveau international. Elles doivent être aussi parmi les destinataires directement des aides pour faire face. Que ce soit dans les pays du Nord ou du pays du Sud, on a constaté que pour faire face au Covid, les collectivités locales, les communes, les régions ont joué un rôle très important. Vous avez cité l'exemple, par exemple, de la France. Moi, je pourrais citer l'exemple du Maroc, où les régions étaient un grand participant dans le fonds qui a été créé pour faire face à cette crise de Covid. Les régions ont joué un rôle très important dans l'appui aux populations les plus vulnérables au niveau du territoire. Ils ont appuyé les collectivités pour faire face aux besoins en matière de produits, je dirais, de désinfection, de matériel, etc. On vient de passer les examens du baccalauréat. Les régions, c'est elles qui ont pris en charge tout ce qui est les visières pour la protection contre les risques, je dirais, de contamination. Il y a aujourd'hui un travail très important qui est piloté entre l'État et les régions au niveau du territoire pour la relance économique, pour mettre en place des programmes spécifiques pour chaque région, pour dire qu'aujourd'hui, la réflexion doit se faire, c'est vrai, d'une manière globale au niveau de l'État, mais l'action doit être adaptée aux besoins, doit se faire au niveau du territoire. Il y a aussi un besoin de renforcer, si on peut dire, la coopération à l'international entre ces niveaux-là, donc pour pouvoir avancer dans si on peut dire, dans la lutte contre ce genre de crise et développer, d'améliorer nos systèmes de gouvernance pour permettre à l'humanité tout entière à pouvoir faire face à ce genre de crise qui malheureusement pourrait être récurrent dans l'avenir. Et donc, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit au niveau international, donc jusqu'à maintenant, on n'a pas une vision très claire comment on va sortir de cette crise-là. Donc, jusqu'à maintenant, pratiquement, des pans très importants de l'économie mondiale sont presque, même s'ils ne sont pas 100% à l'arrêt, mais l'activité est très faible et il risque de s'arrêter à tout moment si jamais donc, la crise reprenne, etc. Je citerai par exemple, à titre d'exemple, le secteur du tourisme, qui est un secteur, je dirais, très, très, très important pour beaucoup de territoires et beaucoup de pays au niveau mondial. Et quand même, c'est des centaines de milliers de postes d'emploi, plutôt des millions de postes d'emploi qui sont perdus, qui risquent d'être perdus définitivement. C'est des centaines de milliards de dollars, je dirais, de PIB qui sont perdus, donc avec tout l'impact que ça sur les populations qui vivent dans ces territoires qui dépendent beaucoup de cette activité, pour ne citer que celle-ci. Au-delà de ce que vous dites avec justesse, c'est-à-dire les plans mondiaux, les grands objectifs, le climat, etc., on se rend bien compte que ça ne peut être que des mots si personne ne les met en œuvre. Et en aucun cas, ça ne peut être que les États. Il peut y avoir une impulsion étatique, mais la mise en œuvre sur le terrain, elle se fera par les collectivités territoriales. Et une des plus appropriées, c'est manifestement la région, parce que d'abord, les régions commencent à avoir des moyens. Il y a une identification qui se fait par la population sur l'action régionale. Et puis moi, personnellement, je crois beaucoup en matière de coopération internationale à l'émulation. C'est-à-dire, oh là là, mais eux, ils ont réussi à faire ça, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et donc, tout ceci peut conduire, en fait, les échelons régionaux ou les échelons décentralisés à avoir ce souci d'efficacité propre, parce que, comme vous l'avez fait remarquer, les réseaux sociaux, ça existe. Et la comparaison possible des choses se fait.
Et il y a des dialogues qui s'établissent alors que ce n'était pas nécessairement le cas il y a quelques années. Et donc les régions, nous n'échapperons pas à cet effet de comparaison, à cette espèce de course à l'efficacité qui peut toucher d'autres échelons. Donc moi, je crois beaucoup en cela, au fait que le fait régional va s'imposer encore plus dans les pays, sous réserve bien sûr qu'il ne soit pas un élément caché de politique intérieure, même si je n'ai pas la naïveté de penser que tout le monde est d'accord sur tout. Mais on peut ne pas être d'accord et on peut travailler ensemble. Et je crois que c'est tout à fait important de démontrer que les régions sont des éléments de travail, d'existence personnelle, sans renier la présence de l'État, mais en exigeant d'avoir une existence réelle. Et nous avons, nous, en tant que responsables d'association, le rôle d'aider dans les pays où ce ne serait pas pleinement reconnu. D'accord, donc peut-être pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, il serait très très important que toutes les régions du monde, d'ailleurs c'est un souhait, donc j'ai mis en tant que président de l'Europogar, participent activement dans les différents débats qui sont menés pour sensibiliser davantage sur le rôle des régions, parce que ce que je constate surtout au niveau international, c'est que autant il y a de grandes discussions entre les pays, dans les organismes internationaux pour faire face à ce genre de problèmes, et aussi au niveau des territoires plus bas qui sont les villes, notamment dans les rencontres des collectivités, autant pour les régions sont faiblement présentes à ce niveau-là, et donc ça pose un grand problème, un sérieux problème à mon sens. Donc il y a besoin qu'on s'engage davantage dans ce genre de débat. Deux, il faut renforcer les coopérations donc entre les régions au niveau mondial pour échanger les bonnes pratiques, les bonnes expériences. Il faut, comme je disais tout à l'heure, qu'au niveau international, que les régions soient parmi les principaux destinataires, je dirais, des financements internationaux pour faire face à ce genre de crise, et aussi, surtout les régions du Sud, qui soient accompagnées pour développer leurs capacités et leurs compétences en la matière, parce que le renforcement, je dirais, des ressources humaines, le renforcement des capacités de planification, de l'action, en matière de développement intégré, de développement durable, de faire face aux problèmes générés par ce genre de crise. Il est très, très important pour nous permettre tous à faire face aux besoins de nos populations et à aller de l'avant dans l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau des territoires. Et puis, bien sûr, on n'est pas et on ne doit absolument pas être dans une logique de concurrence entre les différents niveaux de gouvernance. On doit être plutôt dans une logique de complémentarité, de cohérence globale et de recherche, je dirais, de la meilleure manière d'optimiser, si on peut dire, les moyens et dont on dispose, et que chacun agisse à son niveau. Là aussi, peut-être une dernière idée à mon sens, c'est que il est clair qu'aujourd'hui, avec cette crise, il apparaît que les régions doivent renforcer leur action sur deux niveaux qui sont très prioritaires. Donc aujourd'hui, déjà, toutes les collectivités doivent être dans ce qu'on appelle les politiques de proximité, donc le service de proximité de citoyens. Et donc là, bien sûr, dans différents pays, on a une certaine division, si on peut dire, de l'intervention, bien de l'action des échelons des collectivités locales ou bien des pouvoirs territoriaux par rapport aux services de proximité. Là où il y a un besoin de renforcer le rôle des régions à ce niveau-là et de l'améliorer, et donc dans une complémentarité avec les autres niveaux. Le deuxième domaine, c'est le domaine, je dirais, économique, donc le renforcement du rôle des régions en matière de développement économique s'impose donc dans les différents pays. Je dis ça pourquoi? Parce que je sais que dans les pays du Sud, pas mal de pays, donc aujourd'hui,
Il y a, par exemple, si je cite le cas du Maroc, on est en plein chantier de mise en œuvre de ce qu'on appelle la régionalisation avancée, avec un objectif majeur, c'est de permettre aux régions d'exercer pleinement leurs compétitions qui sont prévues dans les textes de loi. C'est le cas dans d'autres pays où parfois on trouve que les compétences ne sont pas suffisamment développées. Il y a un besoin de les développer, surtout sur ces deux volets, à savoir le service aux citoyens direct et puis le volet de développement économique territorial. Pour conclure aussi sur cette fameuse expression sur le renforcement des capacités, il faut être très clair que c'est un clavier sur lequel jouent les États. Les États doivent renforcer leurs capacités et les capacités qu'ils pourront donner à des échelons intermédiaires partenaires de leur action. C'est très important. Et puis, les régions ont à prendre à elles ce renforcement des capacités par des demandes directes auprès de leurs États en disant « ça, je le ferai mieux que toi ». Et par la coopération internationale, je suis complètement d'accord avec vous. Les échanges internationaux sont tout à fait essentiels. Ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude lorsque quelqu'un a déjà trouvé une solution. Donc, il faut pour cela le faire. On a la chance, dans le cadre des régions francophones, de parler la même langue, donc on peut échanger beaucoup plus facilement, mais ce n'est pas une raison, et le Rue Fogard a une raison d'exister absolument pour ça, c'est que ces débats peuvent se faire et doivent se faire entre régions du monde, et pas seulement de même niveau. Au contraire, on doit pouvoir s'aider, et notamment par l'accueil de gens. Des gens que vous pourriez accueillir dans vos régions et que nous pourrions accueillir dans les nôtres, pour qu'ils s'auto-forment et qu'ils comprennent les problèmes et pas rester dans leur logique administrative propre, ce qui est une absence de réponse politique. Donc, je crois que les régions ont effectivement, et le président le soulignait, un rôle extrêmement important à l'avenir, mais je tiens vraiment à souligner ça, c'est absolument pas à la place des États. Il n'y a pas de compétition, il y a une collaboration entre l'un et l'autre, et c'est pour ça que je parlais de clavier. Eh bien, il faut identifier sur le piano des actions le clavier et la touche qui fait que c'est mieux fait si quelqu'un appuie sur cette touche-là que l'autre. Et je crois que nous avons à apporter, en tant que militant régional, le fait de dire que la région, c'est un instrument d'action tout à fait essentiel pour satisfaire les populations, que ce soit au niveau santé, au niveau économique, etc. Tout est capable, on est capable, mais je crois qu'il est important de bien faire comprendre, et bravo pour ce type de débat, de faire comprendre l'importance d'action des régions, la volonté que nous ayons d'agir et surtout la capacité que les régions ont d'agir correctement pour le bien-être de leur population. Messieurs, merci. Un grand merci pour cette conversation. Un grand merci pour les idées que vous avez exprimées. Ça va rester à notre plateforme de YouTube, de façon que tout le monde pourra les voir. Et en tout cas, avec cette conclusion que vous avez faite, je dois dire que ça va continuer, comme le président Sekal a indiqué, ça va continuer avec des autres conversations, des autres échanges. Nous pensons que la prochaine doit être un échange en espagnol peut-être et une autre en anglais, de façon que tout le monde de l'Euroforum peut participer de ce débat qu'un jour nous aurons dans une place présentielle. En tout cas, un grand merci et je vous invite à chacun seulement 1 minute pour faire une conclusion, un message de seulement 1 minute chacun. Vous commencez, Président Sekal, 1 minute. Très bien, donc je vous remercie, Monsieur Laurence Carles, pour l'organisation de ce débat-là. Donc, en 1 minute, je dirais qu'aujourd'hui, le débat doit continuer parce qu'on a besoin de bien faire des choix pour l'avenir des modes de gouvernance au niveau international, au niveau des pays, au niveau des régions. Et c'est une bonne occasion pour nous parce que malheureusement, même si c'est une crise, mais c'est aussi une occasion de revenir sur je dirais, les choix qu'on a opérés jusqu'à maintenant, et qui est clair qu'avec ces choix-là, on n'arrive pas à atteindre des objectifs de développement durable, de changement climatique. Aujourd'hui, peut-être, c'est avec cette crise-là qu'on doit
faire en sorte d'accélérer, si on peut dire, les changements à même de nous permettre effectivement d'atteindre les objectifs de développement durable, faire face aux changements, aux impacts du changement climatique au niveau international. Pour ce qui est de la conclusion, je voudrais effectivement vous remercier d'avoir pris cette initiative, Monsieur Lorenz, d'utiliser les technologies modernes pour permettre de discuter sans avoir à se déplacer, et on pourra sûrement le refaire avec de multiples interlocuteurs la prochaine fois. Et donc, je crois qu'il est tout à fait essentiel que les régions soient partenaires de cette affaire, dans la mesure où, effectivement, on souligne les problèmes, et ces problèmes, ils sont mondiaux. La santé, soulignée par le Covid-19, on s'est bien aperçu que le microbe, le virus, ne connaît pas les frontières. Et donc, il se transporte, et que les solutions, elles n'ont pas à être non plus enfermées dans des frontières, elles doivent pouvoir se démultiplier dès lors qu'elles soient pratiques. Donc je crois que les régions, on peut être les avocats de cette capacité qu'ont les gens de se parler, les avocats de cette capacité qu'ont les États de trouver des solutions appropriées, et l'absolue nécessité de se rendre compte que nous sommes des terriens, que nous sommes confrontés aux problèmes qui confrontent tout le monde, que ce soit les problèmes de pandémie, que ce soit les problèmes de climat, que ce soit les conséquences du réchauffement climatique. C'est à nous de prendre ces problèmes et ensuite de trouver les éléments où on pourra décliner les solutions et y apporter. Et les régions, bien naturellement, ont toute leur place dans cette déclinaison. Un grand merci. Nous avons déjà commencé le débat. On va continuer. Merci tout le monde. Merci. Président, Monsieur Cornillette, merci tout le monde qui a écouté, qui va écouter cette débat à YouTube. Merci tout le monde.